Bonsoir à tous et chacun et merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité, parler de sujets qui défrayent la chronique. Pour ces numéros de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Paul Sampo Mokolo, qui est président de la Ligue des électeurs et vice-président de la Fédération internationale de droits humains. Avec lui, nous allons passer en revue l'actualité comme je l'ai signifié tantôt. Président, bonsoir. Bonsoir, Madame Adèle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ça fait un bail. Oui, ça fait des années. Je vous ai vu entrer dans le métier. Voilà. Avec la Ligue zaïroise des électeurs. Voilà. Après votre exil de 10 ans, vous étiez candidat à la tête de la centrale électorale. Et c'est un peu de nous parler de cette étape-là. Vous avez séché le pays il y a 10 ans déjà. Vous retournez, je sais qu'avec des innovations. Et c'est un peu de nous en parler. Voilà, c'est une page que j'aimerais tourner, mais c'est difficile puisque c'est l'histoire et quand j'ai voulu y croire, c'est aussi mon histoire, l'histoire de mon pays. Et donc, en résumé, je dois vous dire que après pas 10 ans d'exil, mais plutôt une vingtaine d'années d'exil, je suis rentré au pays et je constate qu'il y a encore du travail, beaucoup de travail à faire. Et en rentrant au pays, c'était juste pour essayer de voir si on peut apporter un plus dans ce que nous savons faire. Et ce que nous savons faire, avant tout, c'est défendre, promouvoir et défendre les valeurs de dignité humaine, mieux à l'occidental, ce que vous appelez le droit, ce que nous appelons le droit de l'homme. Et aussi ce que nous savons faire, c'est les techniques électorales qui nous ont vu sillonner presque le monde entier pour mûrir notre expérience dans ce domaine-là. Alors, je suis rentré puisque le régime au niveau de la présidence avait changé et ce n'était plus le président Kabila, c'est le président Tshisekedi. Vous savez... Parce qu'avec le président Kabila, c'est comme si votre tête ne lui plaisait pas du tout. Oui, je n'aimerais pas revenir là-dessus puisque nous, on avait voulu que les choses se passent... C'est parce que la vérité blesse. Oui, oui, en quelque sorte. Nous avons fait de la dénonciation, nous avons fait de la promotion. On a vu des dirigeants trop imbus d'eux-mêmes au sommet du pouvoir et qui ont négligé les autres composantes de la société. En général, le nom des droits de l'homme, nous n'étions pas le bienvenu. Encore une fois, nous continuons à regretter le fait qu'il y a de nos collègues, et même vos collègues, qui ont perdu la vie. Tout le monde a l'histoire. Hein, n'oublie pas que Fé Chebeya, un des grands défenseurs des droits de l'homme de notre pays, et en Afrique et dans le monde, nous a quittés dans des conditions qu'il ne fallait pas. Voilà. Je voulais bien, dans cette émission, qu'on parle de l'actualité sur le processus électoral, à parler du programme d'accompagnement de la Ligue des électeurs par rapport au processus électoral et puis cité par les élections historiques et perspectives. D'emblée, qu'est-ce que vous dites par rapport au processus électoral actuel, de la manière dont les choses semblent se dérouler? Bien, je pense qu'il y a très peu de changements dans la manière, dans la façon de préparer et peut-être d'organiser ces élections. Là, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est pour cela. Et nous avons, avec des collègues de la Ligue des électeurs et partenaires, actionné un programme, notre programme, puisqu'à mon absence, la Ligue a été beaucoup combattue et un peu relégué au second rang. Jamais abattu. Mais jamais abattu puisque j'étais avec vous, même si je passais non pas 10 ans d'exil, mais c'est une vingtaine d'années. La Ligue des électeurs, c'est parmi les structures pionnières quand même qui ont... Oui, oui, tout à fait, mais elle est pionnière, cette Ligue zaïroise des électeurs, aujourd'hui Ligue des électeurs, pionnière en cette matière depuis que le mur de Berlin est tombé. Ça, on ne peut pas le nier. J'ai des gens qui sont avec nous, des experts qui sont avec nous, avec lesquels nous avons fondé
la Ligue des électeurs pour améliorer le profil de l'électeur congolais. C'est vous les pionniers, la Ligue des électeurs pionniers. Oui, oui, tout à fait. Alors, on est là. Il y a toute une histoire. Peut-être on y reviendra lorsqu'on va parler de grandes étapes de l'histoire des élections dans notre pays. On est là et je pense que cette façon de travailler comme à l'époque de l'abbé Malou Malou, qui nous a quitté, Apollinaire Malou Malou, et tous les autres qui ont suivi, c'est pratiquement la même chose. Ce sont les agents, les mêmes agents électoraux qui sont en place. Les mêmes méthodes, pratiquement, c'est que nous, on avait initié à l'époque de l'abbé Malou Malou les cadres de concertation. Mais ces cadres-là existent, mais nous, on voulait que ce soit des cadres qui ne sont pas triés à la volée, puisqu'on veut s'étailler peut-être une partie, avoir la sympathie, les soutiens d'une partie de la société civile. Ces cadres qui ont été aussi à l'époque de l'abbé Malou Malou dévoyés, alors que l'abbé Apollinaire Malou Malou et moi-même, nous étions en Afrique du Sud pour prendre conseil auprès de ceux qui avaient réussi leurs élections, notamment au deuxième round avec la présidente sud-africaine, Madame Brigalia Bam. Cette dernière, celle-ci nous avait conseillé d'y procéder par la création des cadres de concertation. Et nous sommes rentrés ici, nous avons créé ces cadres de concertation pour lesquels, au niveau des acteurs non étatiques et la commission électorale indépendante, j'ai été élu porte-parole de ces cadres-là de concertation. Et au niveau du réseau que la Ligue des électeurs avait accepté d'animer un module d'observation, de surveillance des élections, en d'autres termes, les RENOSEC, la Ligue avait accepté et réuni tout le monde pour mettre en place une mission nationale d'observation des élections. Grande a été notre surprise de constater que voilà, les autorités de la CEI avaient un peu dévoyé ça. Les réactions fusent de partout. Il y a l'opposition qui fustige carrément la procédure. Il faut que les élections ou les processus soient consensuels. Il y a le pouvoir qui nous confirme qu'il y aura des élections, bien que les signaux ne sont pas vraiment forts. Mais qu'est-ce que vous nous dites vraiment? Vous croyez à la tenue des élections dans le délai, avec les temps qui nous restent? Parce qu'on a déjà épuisé la moitié de l'année. Oui, il nous reste plus ou moins 15 mois. Il y a des préalables, hein, mais tous connaissent bien ces acteurs politiques, opposition comme pouvoir. Ils connaissent les préalables, les vous conditions. Faites confiance, vous, personnellement, à l'équipe Kadima, à la tête de la centrale. Kadima et son équipe qui gère la centrale électorale, mais non? Je fais confiance dans la CENI et non pas dans les individus. Et si la CENI, dans la CENI, il y a des gens, des membres, qui viennent de la société civile congolaise et qui ont été formés aux techniques électorales comme moi, je crois en eux, je les observe, nous les observons. Donc on ne croit pas... Ce n'est pas une CENI politisée, comme ça le dire certains opposants. Oui, mais là c'est ça, les spécificités ici en Afrique, la spécificité en RDC, depuis... la fin de nos activités au forum tel que national, tel que le dialogue intercongolais, mais un peu avant, au niveau de la conférence nationale souveraine, nous avons milité pour la dépolitisation du pouvoir organisateur des élections, mais ensemble, nous avons toujours échoué puisque ce pouvoir a toujours, organisateur des élections, cet organe de gestion des élections, a toujours été dominé par la présence de politiciens. Voilà, aujourd'hui, qu'on entende des cris qui viennent de la part de l'opposition actuelle ou du pouvoir, moi je pense qu'il faut une autre stratégie qui viendrait des stratèges de notre communauté, de notre société
Et ces stratèges-là doivent user de leur expérience, de leur qualité de stratège pour pouvoir un peu avancer, faire avancer l'État congolais, la nation congolaise, en recourant au bon sens. Puisque ce que nous militons, pour lequel nous militons, je crois que c'est le changement de la classe politique à travers une élite qui soit redevable par rapport... des électeurs, qu'est-ce qu'il faut faire exactement maintenant pour que les élections se tiennent dans les délais? Eh bien, on nous mentirait lorsqu'on dirait nous allons respecter les délais, lorsque quelque part il y a des préalables que l'on avance, notamment le recensement de la population. Donc, c'est une opération qui va demander beaucoup de temps, qui ne pourra pas nous permettre de respecter les délais constitutionnels. Bon, mais si on veut absolument respecter ce délai constitutionnel, c'est-à-dire décembre 2023, là, il y a des cris qui sont, enfin, des voix qui s'élèvent pour dire pourquoi pas procéder par la révision du fichier électoral, puisqu'il y a des données enfin, qui sortent de dispensations électorales, tirées des dispensations électorales qu'il y a eu. Alors, à partir de ces moments-là, cette opération de révision du fichier électoral doit faire, enfin, créer une ambiance, donner, enfin, enrichir une certaine, plutôt, donner une certaine confiance par rapport aux autres acteurs impliqués dans ces processus électoraux. Voilà pourquoi nous disons encore c'est possible d'organiser ces élections-là en prenant le raccourci de la révision du fichier électoral. Et pourquoi? Parce qu'il y a des techniques, il y a une technologie que l'on peut utiliser pour réviser ce fichier électoral. Et le gouvernement, notre gouvernement, vous trouvez que le gouvernement va donner à la CENI les moyens nécessaires pour pouvoir organiser sans embâche ces élections dans le délai? Voilà pourquoi la société civile doit se mettre debout et demander au peuple lui-même d'être debout aussi, de surveiller toutes les opérations préélectorales et électorales. J'ai toujours dit, bon, si la CENI ne comprend pas qu'elle a besoin des autres acteurs pour l'aider à accomplir sa mission, c'est-à-dire préparer et organiser de bonnes élections, là, la CENI va nous encore avec nous amener. l'insécurité grandissante et l'insécurité qui bat son plat à l'est de la RDC, il faut à l'écoute qui écoute aux élections? Bon, il faudrait que les acteurs se retrouvent, mais là je vois deux problèmes à résoudre par la diplomatie agissante par rapport aux acteurs qui créent de l'insécurité dans notre pays et surtout à l'est du pays. Il faut user de la diplomatie classique et là je pense que Kinshasa le fait si bien, même s'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut améliorer. Parce que les villes de l'Est de la RDC qui sont terrorisées, pour parler que de Bunagana, même la rentrée scolaire n'a pas été effective. Maintenant, pour les différentes étapes des élections, ça sera pas facile. Oui, ça ne sera pas facile, c'est vrai. C'est un des préalables. Du côté sécurité, il y a un travail à faire. Donc, il faut passer par la diplomatie agissante, mais également comme qui dirait, qui veut la paix prépare la guerre. Et donc, il y a un problème de mise à niveau, de gestion des services ou des organes tels que la police en tant que service, et l'armée, puisque là, c'est sûr que c'est des services, c'est des organes, c'est des institutions, sont infiltrés. Et il y a des choses qui demandent d'être faites en termes de réforme, en termes d'assainissement de ces services. C'est ce qui fait que nous appuyons
tout ce que le gouvernement peut mettre en place pour qu'on ait une véritable armée républicaine qui combat l'ennemi avec des moyens modernes, etc. Et puis, il y a cette diplomatie qu'on oublie. Je vous ai parlé de la diplomatie classique, je vous ai parlé de l'assainissement de l'armée, de la police et même des services de sécurité. Et la surmilitarisation, oui, voilà. Bon, on trouve ça inutile. Il y a les communs des mortels qui trouvent que c'est une surmilitarisation inutile parce que les résultats ne sont pas probants. Hein. Bunagana a toujours occupé trois mois déjà. Oui, c'est tout un problème. Hein. C'est un défi pour nos dirigeants. Ça coûte aussi au pays, tout ça. Tout à fait. Ça ne va pas répercuter sur l'organisation des élections? Tout à fait, ça va répercuter là-dessus. Mais voilà pourquoi nos dirigeants doivent penser à un autre, aller sur un autre axe aussi. On n'écarte pas la diplomatie agissante, la révision, l'assainissement de l'armée, de la police, services de sécurité. Et l'autre axe, le troisième axe, c'est la diplomatie que nous appelons de droits de l'homme, la diplomatie droit de l'homiste, qui engage maintenant une société civile à côté de l'État et des autres dirigeants pour pouvoir faire du plaidoyer et même agir tout en sensibilisant la population à la base. Alors, à partir de ce moment-là, je crois qu'on peut aller à la conquête des autres peuples, des autres responsables ou dirigeants du monde pour dire, tiens, voilà ce qui se présente. Avec les temps qui nous restent, c'est difficile, très difficile alors de pouvoir se rattraper. Vous pensez que le gouvernement congolais peut tendre la main à la Russie, par exemple, pour capitaliser les choses sur nous? Sinon, les pays risquent la balkanisation. Je ne souhaite pas me lancer sur cette problématique où le monde se recherche encore au niveau des puissants. Nous l'avions dit, et peut-être il y a une vingtaine d'années, lorsque nous, à la Ligue des électeurs, nous parlions du nouvel ordre sociopolitique et économique dans notre pays d'abord, pour permettre à l'État congolais, à la nation congolaise, de mettre sur l'échiquier international. Mais aujourd'hui, pendant que les puissances se battent, hein, c'est stigmatisé au niveau de l'Ukraine. Mais en réalité, la stigmatisation de tout ce qui s'est fait risque de se faire autour de la RDC par rapport à ses potentialités. J'ai parlé de la Russie parce qu'on le sait que le petit Rwanda hausse les tons parce qu'ils savent que la grande puissance des États-Unis les soutiennent pour avoir nos ressources d'une manière illégale et consorts. Et les pays de l'Est ne donnent pas l'impression de résoudre ces problèmes qui gangrènent la partie Est de la République démocratique du Congo. Alors, il faut aller voir ailleurs. Non, écoutez, la solution ne pourrait venir que des Congolais eux-mêmes. Nos leaders tels que le Patrice Emery Lumumba et tant d'autres l'ont à leur époque, n'ont pas cessé de nous le répéter. Voilà pourquoi il faut d'abord, comme je le disais, nous préparer à défendre notre territoire, nos richesses, nos potentialités. Puisque si nous avons une bonne armée qui sait repousser l'ennemi, je crois que toutes ces puissances qui sont derrière peut-être ces désordres pourront réfléchir par deux fois. Moi, j'ai vécu avec ces puissances, que ce soit du côté occidental ou celle de l'Est, à travers mes responsabilités au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, au niveau international. J'ai compris les jeux. Donc, c'est un peu ce que l'on a toujours dit, bon, the struggle en anglais, the struggle for life. Hein? Donc, la lutte pour la survie. Ça, c'est l'instinct, c'est dans l'humain, mais il faut modérer tout ça. Merci pour cet éclairage, Président. Revenons à notre motto. On parlait de l'organisation des élections. On ne peut pas parler des élections sans pour autant évoquer le recensement. Ça fait partie des préambules
pour de bons scrutins. Est-ce que c'est nécessaire en ces temps-ci de permettre, je sais que la structurabilité c'est l'ONIP, de parler recensement, mais non, avec les temps qui nous restent pour ne pas passer à côté. Vous savez, les acteurs politiques souffrent les chauds et les froids. Lorsqu'ils ne sont pas impliqués à la gestion, là où il y a l'argent, où il y a des moyens, ils sont dans l'opposition, ils vont chercher, comme on le dit ici, à monter au perchoir, etc. C'est ce que la classe politique nous a habitués. Quand on est dans l'opposition, on a de belles phrases, de bonnes idées, etc. On fait de la société civile des alliés, non des droits de l'homme, on se réfère à nous, tout ça. Mais une fois au pouvoir, les discours changent et nous devenons peut-être gênants. Voilà. Alors maintenant, je pense qu'il faut toujours avoir, madame, permettez, avoir un peuple averti, avec des stratèges avertis. Nous avons perdu tout ce que nous avions comme leaders qui nous ont amenés à l'indépendance, dans nos indépendances en Afrique. Les Lumumba, les Kwame Nkrumah et tous les autres panafricanistes. Maintenant, il y a peut-être à refaire d'autres panafricanismes, de gens, des nationalistes qui aiment bien leur peuple. Voilà pourquoi j'ai horreur de croire dans ce que ces acteurs politiques nous disent sans qu'un peuple soit debout, averti, etc. Donc je pense que actuellement, ceux qui évoquent le recensement, donc veulent prendre du temps, puisqu'un recensement scientifique, digne de ces noms, ne va pas se faire dans le temps qui nous reste. Oui, mais on peut y aller par l'autre face, c'est-à-dire la révision du fichier électoral. Et de la cartographie. Oui, mais alors il faudrait que ces opérations qui doivent réviser ce fichier, remettre de nouvelles données dans la machine, introduire de nouvelles données dans la machine, se fassent dans la transparence. Et ça pourra accroître la confiance même du souverain primaire, le peuple, dans ce qui se prépare et qui est piloté par la Commission électorale nationale indépendante. Clair comme dans un livre d'images, le processus électoral divise la classe politique, vous êtes sans l'ignorer. Est-ce que, à l'allure où semblent évoluer les choses, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre toutes les parties prenantes au processus électoral sur une table pour un compromis? Il y a eu beaucoup de tables, des tables qui pouvaient des tables rondes qui pouvaient parler même, ne fût-ce que pour les élections. Mais il y en a qui viendront là, bon, nous voulons avoir aussi l'œil, nous voulons participer à la gestion du pays. Donc, ce genre de tables rondes, souvent, vont conduire à la remise en question même des dirigeants qui chapeautent qui dirigent certaines institutions. Donc on va encore relancer la problématique de la répartition de pouvoir. C'est ce qu'il faut craindre. Mais je pense, à mon humble avis, si la CENI ainsi que les autres organes auxiliaires à la préparation et à l'organisation des élections, j'ai cité le gouvernement à travers certains de ses ministères et les autres institutions. Et bon, je crois que s'il y a de la transparence, la confiance du peuple dans ce processus, et partant la crainte des opposants de ne pas être dribblés, va permettre à ce que tout le monde puisse s'embarquer et non pas saboter le processus. Et ensemble, nous pouvons aller de l'avant et voir dans quelle mesure ces scrutins, ces élections peuvent avoir lieu dans le délai que tout le monde. Et bien sûr, s'il y a du retard, c'est la commission électorale et ses organes, ces institutions auxiliaires à l'organisation des élections qui pourront nous donner le raison
du retard qui pourrait être accumulé. Mais s'il n'y a pas transparence dès le départ, il y aura méfiance. Méfiance même qu'il faut craindre au niveau de la population. Puisqu'on sent cela, la population nous dit, par exemple, que voilà, à quoi servent les élections? Nous avons seulement besoin que, pour le moment, on nous apporte à manger, on nous soigne, qu'on fasse étudier nos enfants, etc. Voilà. Bon, voilà un peu ce que je constate. Malheureusement, c'est comme si on ne tirait pas les leçons par rapport aux En attentes guise du peuple. de rappel à vous, fidèles téléspectateurs, la Ligue des électeurs, elle vise à inculquer une culture de la démocratie, de droits de l'homme et de la paix en République démocratique du Congo à travers l'éducation publique. Voilà, Président, pas plus tard que récemment, vous avez organisé des formations de formateurs. Vous, c'est la Ligue des électeurs. C'était dans quelle optique? Et qui ont pris part à ces formations? Eh bien, ce sont des Congolais qui ont pris part à ces formations, des Congolais que nous avons estimés à même de recevoir. Les animateurs de mouvements démocratiques. Oui, oui, il faut animer les mouvements démocratiques, ou mieux animer un mouvement qui, avant tout, prône les valeurs de dignité humaine. Alors, ces gens, nous voulons les former, nous les avons formés à devenir des stratèges de notre société, tels que je vous l'ai dit, conscients, consciencieux, et qui peuvent bien étudier l'évolution de notre société, le besoin de cette société, et les transformer de sorte que l'on ait la possibilité d'une transformation à travers une nouvelle classe dirigeante qui soit redevable au souverain primaire, à la population. Et là, c'est tout un programme de la Ligue. Oui, c'est tout un programme. Mais à côté de cela, de ces programmes. Oui, oui. À côté de cela, il y a ces formateurs de formateurs pour animer les mouvements démocratiques sont également outillés par rapport aux techniques électorales qui sont mises en branle par rapport au contexte de notre pays, sans s'écarter des normes et des principes universellement acceptés pour avoir des élections libres, des élections transparentes, des élections honnêtes. Et j'ai appris avec ce qui se passe ici, on parle souvent d'élections apaisées. Alors, tout un programme parce que vous êtes sans ignorer que nous avons déjà, lors des dispensations de nos programmes, de nos enseignements passés, nous avons déjà formé plus de 50 000 observateurs et animateurs du mouvement démocratique qui existent. Évidemment, le recensement que nous faisons de ces 50 000 personnes congolais, des Congolais formés, il en reste des survivants. Il y a pas moins de 20 000 actuellement. Voilà pourquoi notre programme qui a démarré avec notre atelier... On peut connaître le chronogramme, qui finance ce programme et les partenaires. Si vous savez, nous essayons de faire ce qui est faisable. Tant qu'on n'a pas la cartographie, on n'a pas de cartographie des centres d'inscription et d'enrôlement des électeurs, et partant, tant qu'on n'a pas la cartographie de bureaux de vote, qui seront également des bureaux de dépouillement, c'est difficile à une organisation de bien planifier et jouer à fond sa stratégie. Alors, nous disons, à partir de nos 50 000 formés par le passé, nous pouvons dire que nous allons récupérer à peu près 20 000. Voilà pourquoi nous sommes en train d'accélérer la formation sur les basiques, les fondamentaux, la formation d'autres Congolais
enfin d'occuper le terrain en termes de surveillance, en termes d'observation de toutes les opérations préélectorales et électorales. Voilà pourquoi nous misons pour le moment à la formation de 100 000 observateurs des élections, en même temps animateurs du mouvement démocratique. Par quel mécanisme le peuple, la population peut s'approprier de ces processus électoraux? Puisque les gens qui viennent à la formation sont des leaders dans leur coin, dans leur domaine, etc. Et ils vont répercuter les enseignements. Nous allons les aider à répercuter au niveau de la base. Une bonne éducation civique de la population en guise d'opérer des choix judicieux. Oui, tout à fait. Nous avons tout un programme sur les votes utiles, au-delà, par exemple, de techniques qui leur sont enseignées. Et vous me direz, vous avez parlé de financement. Oui, ça pose problème. Bon, ce n'est pas facile. On a vu sous Malou Malou et les autres, Ngoï Mulunda et Corneille Nanga, que là, les infos-sensibilisations manquaient. C'était les cadets de soucis. Il n'y avait pas de budget pour ça, consistant. Et les partenaires extérieurs vous diront, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les élections présidentielles et non pas les élections à la base. Il y a un arriéré puisqu'on n'a jamais organisé les élections locales et municipales. S'il vous plaît, Président, au Kenya, par exemple, le président Uhuru Keïta a cédé son fauteuil au nouveau William Ruto. En quoi est-ce que ces élections du Kenya peuvent-elles influencer nos prochaines élections? Bon, les gens peuvent rêver, mais à la base, il faut l'intériorisation au niveau de chaque Congolais de la culture de l'excellence, la culture démocratique. Mais tant que dans le candidat, il n'y a pas cette culture-là, soyez sûr que nous risquons d'aller vers des contestations. Et si nous n'avons pas un peuple debout, éveillé, formé, avisé, ça va passer. Puisque ce qui nous arrive, nous, en RDC, c'est puisque peut-être nous avons cette sorte de malchance d'avoir des potentiels, enfin, une richesse, des potentiels, comment on peut dire? Des potentialités. Oui, terribles, des potentialités énormes sur les sols et les sous-sols congolais. Et c'est tout le monde qui nous envie d'une façon ou d'une autre. Voilà pourquoi l'éducation civique doit porter aussi sur l'individu, soigner l'individu. L'individu intériorisé, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la démocratie behavioriste ou comportementale. Au-delà de la lutte de la démocratie comme valeur des dignités humaines, au-delà de l'aspect institutionnel pour que les institutions fonctionnent selon les règles de séparation des pouvoirs, d'autocontrôle, et de redevabilité de gouvernants par rapport aux gouvernés. Ça touche les valeurs, le travail d'éducation civique au niveau de l'homme. Voilà. Le behaviorisme dont j'ai parlé. Voilà, merci pour cet éclairage, Monsieur Paul Sampou Mokolo, président de la Ligue des électeurs. Nous voulons bien que vous puissiez nous parler de l'historique des élections en République démocratique du Congo, bien sûr, avant la colonisation, pendant la colonisation et après la colonisation. Bon. Là, parce qu'après la colonisation, je vois de 60 à 65, 65 à 1997, de 1987 jusqu'à maintenant. Oui, on ne va pas revenir sur l'histoire de notre pays, mais en résumé... L'essentiel sur ces élections. En résumé, c'est vers 1958 et 1960 qu'on a parlé des élections à l'époque de la colonisation. Mais bien avant là, c'était la colonisation et tout était dicté par les colons. Bon, je ne reviendrai pas sur la conférence de Berlin et tout ce qu'il y a eu. Alors, ces élections-là qu'il y a eu en ce moment-là, c'était des élections dictées par ce que voulait
la Belgique, les colons, la Belgique, puisqu'il y avait déjà de revendications sur les continents. Élections? C'était des élections qui étaient orientées quelque part et récupérées. Mais sur le plan technique, il y avait une certaine transparence et une certaine... oui, mais subtilement, le Belge était derrière et favorisait la personne ou les Congolais qui étaient à même de défendre certains intérêts. Alors, il y a eu ces élections-là, en général, très peu d'élections. Et puis est arrivé le moment qui nous a conduit à une sorte de première tentative d'une compétition électorale à travers... Là, c'est pendant la colonisation ou toujours avant la colonisation? Non, ça c'était juste après l'indépendance. Okay. Juste après l'indépendance. Mais malheureusement, cet élan vers la démocratisation par des élections plus ou moins correctes a été arrêté net par le coup d'État du président Mobutu, le 24 novembre, je crois, 1964 ou 65, si j'ai bonne mémoire. Mais bon, 1965, oui. Alors, je rentre un peu en arrière pour dire que en ce moment-là, après l'indépendance, il y a eu des gens que la Belgique, les colons, a essayé de récupérer et qu'on a poussé vers un certain mimétisme institutionnel. Et donc, ces premiers dirigeants ont essayé de faire comme les colons le faisaient et géraient le pays. Et il y a eu du désordre occasionné, et puis ce désordre a été profitable au président Mobutu, qui était conseillé par les colons, et prendre le pouvoir. Et c'était parti pour la deuxième République, dominée par le président Mobutu. Et là, il y a eu une série, parti-État, impair, et puis il y a eu un style de préparer, d'organiser les élections. Pour ne pas vous embrouiller entre parenthèses, parce que vous parlez du maréchal Mobutu, vous avez suivi sa femme qui réclame le rapatriement de sa dépouille mortelle. Elle est dans le bon. Maman Bobila Dawa s'est prononcée là-dessus. Est-ce que le moment est propice pour parler du rapatriement de la dépouille du maréchal Mobutu? Mais je pense qu'il faut y penser, y songer, puisque c'est une partie de notre histoire et histoire importante, le règne du président Mobutu. Il faut le réhabiliter pour que ses restes soient inhumés ici chez nous, au Congo. Mais les préalables que posent parfois les membres de la famille biologique du président Mobutu peuvent être... elles tiennent debout, puisqu'il ne faudrait pas que les restes arrivent et on commence à huer, etc. Sur le fait qu'il y a des gens qui pensent que Mobutu est à la base de nos malheurs, etc. Et donc, il faut que les acteurs qui sont impliqués pour ce retour s'entendent bien pour qu'enfin le reste du président Mobutu soit rapatrié. Parce qu'on parlait de l'historique des élections. Quelles sont les principales leçons à tirer de ces passés électoraux en vue de préparer l'avenir, bien sûr? Bon, en quelque sorte, les élections sous les colons étaient des élections orientées, disons, l'hygiène de ces élections à l'époque coloniale était tenue par les colonisateurs. Sous Mobutu, c'était les élections monopartites et dominées par le parti-État. Et c'est seulement à la conférence nationale souveraine qu'on a essayé une élection, l'élection du Premier ministre Étienne Tshisekedi, comme
on a dû le vivre. Il y a eu la transparence et la compétition était ouverte même aux gens qui n'étaient pas, aux candidats qui n'étaient pas membres de cette conférence nationale souveraine, qui ne participaient pas à l'intérieur. Et puis, malheureusement, cela a été interrompu avec des événements exogènes qui ont fait que le mur, plutôt, il y a eu ce qu'il y a eu à l'Est, l'invasion à l'Est, le pays a envahi et puis on est parti pour la conquête par la force du pouvoir avec l'AFDEL. Et l'AFDEL arrive, on retarde le processus qu'on avait électoral, enfin le processus de gestion du pays par les élections qui étaient prévues au niveau de la conférence nationale souveraine et du dialogue intercongolais. Alors, maintenant, nous sommes dans une autre vague des élections inaugurées par, disons, sous le règne du président Kabila, des élections pluralistes, mais qui a des failles aussi, quelque part, puisque l'hygiène de ces processus électoraux sont tenus par ceux qui sont au pouvoir. Nous sommes dans cette vague-là. Nous, sociétés civiles, nous essayons de nous battre pour que le bon sens prévale et qu'on ait la possibilité de renouveler, ne fût-ce qu'à 50%, la classe dirigeante. Président, vous avez beaucoup à dire, mais parce que nous sommes butés par les temps, on parle de la loi électorale, électorale récemment votée au Parlement et promulguée par le chef de l'État. C'est cette loi, beaucoup d'innovations ou de nouvelles touches. Quelles sont ces innovations selon vous? En peu de mots, parce que nous sommes à la fin de notre émission. Bon, moi, je ne vois pas vraiment de grandes innovations. Je vois tout simplement le fait qu'on organise certaines opérations, qu'elles se passent dans la transparence. Et les innovations, on exclut la machine, comment vous appelez, la machine à voter. Et on nous dit que ça sera vraiment un vote manuel et tout ça. Et donc un processus dominé par le vote manuel. Alors maintenant, on nous dit qu'il y a cette société civile qui est là, mais l'hygiène, je dis bien, électorale, continue à être gérée par les partis politiques. D'où notre stratégie d'organisation de la population pour qu'elle soit debout et que le bon sens l'emporte et qu'on ait la possibilité de réussir nos élections. Voilà, des bonnes élections, c'est le souhait ardent de plus d'un Congolais, mais bientôt là, les déploiements de forces régionales de la communauté d'Afrique de l'Est va avoir lieu. Croyez que cette force va imposer la paix dans la partie orientale de la RDC? Bien. Il y a déjà la présence en 1960 de l'ONU et il y a la MONUSCO, il y a toutes ces forces-là. Je pense que si on a un peuple debout, un peuple qui surveille et des bons dirigeants, nous pouvons nous en sortir. Et notre devise, je le répète, nous disons vivement les élections pour le pouvoir du peuple. Si ce pouvoir peut venir à travers ces élections et qu'on ait des dirigeants redevables par rapport au souverain primaire, ça sera un grand pas, un pas de géant qui pourra nous aider à aller vers le développement de notre pays. Voilà, merci énormément, président de la Ligue des électeurs, M. Paul Sampo Mokolo. Il est aussi vice-président de la Fédération internationale de droits humains, d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ces numéros. S'il vous plaît, vous avez 2 secondes pour un message chute. Bien, c'est simple. Que le pouvoir organisateur des élections, j'ai cité la CENI, qu'on ne pense pas que ce pouvoir ne pense pas que les associations à thématique électorale sont un obstacle pour la conduite, la gestion du processus en lui-même. Alors il faudrait que ces associations à thématique électorale soient impliquées, pas de façon
subjective impliquée à tout ce qui se prépare et qui se fait pour que ces élections, ce processus réussissent. Là-dedans, il y a également le rôle que jouent les médias. Il faudrait que les médias soient là et non pas les écarter puisqu'on est en train de préparer quelque chose. S'il y a plus de transparence, ça marche et nous allons aller de l'avant. Merci énormément à vous, fidèles téléspectateurs. Merci amplement aux preneurs de vue et pourquoi pas la chaîne de référence Antena. Une très belle soirée à tous et chacun.